Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. La guerre à Gaza est finie, a revendiqué Donald Trump hier lundi à la Knesset, avant d'évoquer l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Le président américain a bien sûr arraché un cessez-le-feu, mais la situation reste très incertaine. Gaza a été rasé à 80%, un demi-million de Palestiniens doivent apprendre à revivre, et surtout, sous quelle autorité? 31 chefs d'État étrangers étaient réunis à Sharm el-Sheikh hier en Égypte, en l'absence toutefois du Hamas et d'Israël. Alors pour en parler et pour essayer de nous éclaircir toutes ces incertitudes, je reçois Fouad Hourielou, directeur du quotidien de référence L'Orient le Jour. Fouad Hourielou, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu présent encore à l'appel de Choc du Monde. Vous avez publié, je le rappelle aussi, Liban, état de survie aux éditions Max Milo, un rappel sur évidemment tout l'impact que peut avoir la guerre de Gaza sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et je reviens là-dessus, je reviens sur cette citation, cette revendication de Donald Trump, l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Donc, et d'ailleurs, la déclaration qui cimente le cessez-le-feu, qui a été signée hier en Égypte, va dans ce sens. L'histoire, on a envie de dire quand même, est souvent écrite par les vainqueurs, en l'occurrence par Donald Trump, semble-t-il. Mais alors, Fouad Hourielou, dites-nous, cet optimisme est-il vraiment partagé au Moyen-Orient, selon vous? Alors, oui, il y a deux choses. Il y a la question de, effectivement, ce nouveau Moyen-Orient dont parle Donald Trump, et il y a l'impact immédiat sur Gaza. Je dirais que sur l'ensemble du Moyen-Orient, il y a aujourd'hui l'impression que, eh bien, nous nous dirigeons vers de possibles accords de sécurité régionaux. Sachant que le sommet de Sharm el-Sheikh a groupé des États aussi bien européens qu'un grand nombre d'États moyen-orientaux et jusqu'à l'Indonésie. Il y a aujourd'hui, donc sur la question du Moyen-Orient, il y a un sentiment de fragilité qui a touché aujourd'hui tous les États du Moyen-Orient, tous sans exception pratiquement. On parle évidemment le Liban, la Syrie, l'Irak, donc ce sont des États déchirés. Le Yémen, l'Arabie saoudite qui a été exposée aux bombardements en provenance du Yémen pendant des années, le Qatar qui, il y a encore un mois, était la cible d'un bombardement israélien et juste avant d'un bombardement iranien. Et donc le Qatar qui, rappelons-le, accueille la plus grande base américaine au monde, hors des États-Unis, de la Bahreïn juste à côté, le siège de la 5e flotte américaine. Donc ces pays-là ont été exposés à un bombardement et c'est tout le Golfe qui s'est senti concerné. Mais Mhm. au-delà de ça, la Turquie elle-même se sent très fragile parce que ce qui se passe en Syrie, l'émergence d'un potentiel État kurde, d'un potentiel État alawite, en tout cas la fragilité de la Syrie en tant qu'État, si elle mène à une partition de ce pays, eh bien c'est la porte ouverte à la fragilité de la Turquie, qui abrite 15 millions de Kurdes et 10 millions d'Alaouites, mais aussi de l'Iran. L'Iran qui lui-même a été la cible d'une guerre il y a quelques mois. De 12 jours, Euh, bien sûr. L'Égypte qui est aux portes de Gaza, alors même que le Sinaï, d'après les accords de Camp David, eh bien, il est interdit à l'Égypte de stationner son armée en masse dans le Sinaï. Elle ne peut y stationner que de très faibles troupes. Et enfin, Israël lui-même, et c'est un peu la clé, je pense, de ce sommet-là, c'est que Israël lui-même, malgré tout ce qu'il a fait, malgré cette démonstration de puissance depuis 2 ans, eh bien, Israël ne peut pas atteindre tout seul son objectif qui Mhm. est de mettre fin au Hamas et de contrôler totalement la bande de Gaza et surtout d'empêcher l'émergence d'un État palestinien. Israël tout seul ne peut pas arrêter le cycle de guerre. Il a absolument besoin de la coopération, non seulement des États-Unis, mais de l'ensemble de ses voisins pour tenter d'atteindre ses objectifs. Et je pense que ce qui se passe à Sharm el-Sheikh aujourd'hui, si on regarde les conditions du plan Trump, eh bien, ça pourrait peut-être satisfaire un certain nombre d'objectifs israéliens. Mhm. Alors, pour rappel, la déclaration de Sharm el-Sheikh, c'est une déclaration d'intention de l'ensemble des États participants qui appelle à la paix régionale, mais aussi à des aménagements de sécurité régionaux. Et c'est inscrit noir sur blanc dans l'appel. Mais aussi, cet appel-là fait référence au plan Trump. Donc, si on regarde le plan Trump, les 20 points, eh bien, il s'agit du désarmement du Hamas, de la déradicalisation de la bande de Gaza,
de la réforme de l'autorité palestinienne et conditionné à ça, eh bien, il y a la mise en place d'une autorité pour gérer la bande de Gaza. Alors, on parlait de Tony Blair pour gérer cette autorité, puis le président Trump a dit hier ou avant-hier, je pense que peut-être que Tony Blair n'était pas le meilleur candidat, qu'il faudrait plutôt un candidat issu de la région, donc un arabe ou un arabo-musulman. Et donc, dans le plan Trump, il y a conditionné à tout ça, eh bien, la possibilité, la perspective d'un soutien économique et d'une reconstruction de la bande de Gaza. Nous allons revenir sur ces différents points, Fouad Rouilloulou. Je voulais vous poser une question parce que l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, a vanté l'approche diplomatique américaine en fustigeant ceux qui, je cite, jouaient l'indignation. J'en reviens justement à ce processus diplomatique. Est-ce bien selon vous cela qui s'est passé, le narratif américain en fait que l'on entend aujourd'hui, est-il vrai, est-il juste? Alors, le problème avec le narratif américain, c'est que il annonce une avancée de l'ensemble de la région, un besoin de l'ensemble de la région d'avoir des accords de sécurité. Et évidemment, du point de vue des États-Unis, ce serait sous l'égide américaine, parce on vient de le dire, tous les États de la région sont menacés ou ont été l'objet de guerre. Mais en même temps, la traduction de ça à Gaza même et pour les Palestiniens, elle est plus problématique, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en réalité la perte de souveraineté des Palestiniens et la mise sous tutelle d'un futur État de Palestine. Lorsqu'on pose ces conditions-là à Gaza, qui sont en fait mettre en place une autorité de tutelle, donc en fait c'est une sorte de mandat international, et lorsqu'on fait le lien dans le plan Trump entre ce qui va se passer à Gaza et une réforme de l'autorité palestinienne. Ça veut dire quoi une réforme de l'autorité palestinienne? Ça veut dire également, en quelque sorte, placer cette autorité sous tutelle. Donc en fait, c'est placer la Cisjordanie également potentiellement sous tutelle. C'est lier le sort de Gaza à celui de la Cisjordanie. Or, c'est exactement ce que veut Israël. Faire cela pourrait permettre, dans un certain scénario, à la fois d'annoncer la création d'un État palestinien et à la fois de le mettre sous tutelle, ce qui faciliterait ou ce qui répondrait aux conditions israéliennes, notamment celles de Netanyahou, qui sont qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Alors, est-ce qu'il y aura un État palestinien ou est-ce qu'il n'y en aura pas un? Eh bien, la réponse, c'est peut-être d'en créer un sous tutelle. Un, mais qui est en fait dénué des attributs réels de la souveraineté, et c'est ce qu'on peut craindre. Alors, Fouad Rouilloulou, vous m'aviez évoqué ça il y a 3 mois, au moment où on a commencé à parler de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Vous m'aviez dit ça justement dans le JT de TV Liberté. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de vous réinterviewer aujourd'hui, parce que vous avez vu quand même les choses se profiler. J'ai envie un peu de jouer l'avocat, j'ai envie de dire du diable, même si ça peut prêter à confusion. En tout cas, le Hamas, à l'heure actuelle, refuse de rendre ses armes, selon un de ses dirigeants, Bassem Naïm, qui envisage aussi l'intégration de ses soldats à l'armée nationale palestinienne. On a le sentiment que la défaite n'est pas complète pour le Hamas, parce que, bon, ils sont quand même encore maîtres de certaines parties de l'enclave. Ils ont fait libérer 2000 détenus. Pensez-vous que le Hamas pourrait se laisser à ce point gouverner? Ben écoutez, en fait, c'est une très bonne question, et en gros, ça donnerait pour le Hamas le scénario mauvais ou le scénario du pire. Enfin, mauvais. C'est-à-dire, en clair, les Palestiniens, en particulier à Gaza aujourd'hui, ont le choix entre un premier scénario qui est l'application du plan Trump, ce qui reviendrait à une mise sous tutelle, et à une acceptation par le Hamas du fait de rendre les armes et de ne plus exister en tant que formation avec le même programme politique, ou quelle est l'alternative? L'alternative, c'est que le Hamas reste en place. Mais si le Hamas reste en place, le restant du plan Trump ne peut pas être appliqué. Il n'y a pas de reconstruction. On parle de la bande de Gaza, donc d'un territoire qui est détruit à 90%. Il faut savoir que dans le dernier mois, là, lorsque l'armée israélienne a occupé la bande de Gaza de manière de manière physique dans les dernières semaines, il y a eu des destructions extrêmement massives. Hein. Il y a eu des destructions opérées par l'armée israélienne, des dynamitages d'immeubles, de quartiers entiers, des bombardements, au point que certains habitants de Gaza qui n'étaient pas revenus depuis le dernier round, il y a 2 ou 3 mois, ils sont venus, ils n'ont pas reconnu les lieux. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un territoire qui est détruit à 90%, où il n'y a plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus de lieux où habiter,
plus de revenus, plus de moyens de travailler. Ben, si le Hamas reste en place et qu'il n'y a aucune aide, et on parle de 100 milliards, il faut 100 milliards pour reconstruire Gaza, s'il n'y a aucune aide qui est mise en place, eh ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que Gaza ne sera plus habitable. Et ça voudra dire que les Palestiniens, malheureusement, dans un scénario comme ça, ils devraient partir. Et ce serait le départ, non pas par la guerre, mais par la paix. Ce qui serait le scénario du pire pour eux. En fait, dans ce cas, si le Hamas fait ça, ça veut dire qu'il entrave le plan de reconstruction et qu'il ouvre la porte eh bien, au départ des Palestiniens. Alors, est-ce que les États qui étaient présents à Sharm el-Sheikh ou d'autres accepteraient de recevoir chacun 10 ou 20 000 Palestiniens? Est-ce qu'une solution qui sera en fait la solution du délabrement progressif de Gaza, en fait de la liquidation de Gaza à travers ce plan de paix, malheureusement. Donc ce serait la situation la plus cynique et à laquelle le Hamas participerait, qu'il le veuille ou pas, que ce soit volontaire ou pas. Mais ce serait dramatique. Donc, c'est ou ça ou la mise sous tutelle, donc finalement pour les gens de Gaza, et je dirais au-delà, même pour les Palestiniens de façon générale, l'issue de la guerre laisse quand même à désirer, et il faut espérer qu'au moins ils puissent y trouver leur compte à travers eh bien, un plan de reconstruction régionale et une participation de tous les États de la région qui leur permettent au moins de retrouver la dignité économique. Pour que tout soit clair, je vous propose, Fouad Rilou, un résumé du plan de cessez-le-feu, et puis après, nous allons en revenir au côté israélien, si vous le voulez bien. D'accord. Le plan de cessez-le-feu de Donald Trump enjoint l'armée israélienne d'entamer un retrait échelonné à Gaza depuis le 10 octobre. Il est entré en vigueur et concerne dans un premier temps la moitié ouest de l'enclave et une partie du nord. 48 otages israéliens ont été libérés dans une fenêtre de 72 heures, tandis que Tsahal conservait environ 55% du territoire. Une force de stabilisation impliquant potentiellement l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis est prévue, mais pas encore formée. Même dans sa dernière étape, une zone de sécurité d'1 kilomètre sera maintenue le long de la frontière avec l'État hébreu, représentant 17% du territoire. Pour l'heure, le calendrier, les frontières exactes, l'avenir du Hamas et les implications pour les Palestiniens restent néanmoins flous. Donc beaucoup d'incertitudes pour les Palestiniens, vous l'avez évoqué bien sûr, mais aussi peut-être pour Israël. Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, a estimé que l'accord négocié par Trump signait, selon lui, une défaite pour Israël, mettant fin notamment à des rêves de l'extrême droite israélienne d'un grand Israël et laissant vraisemblablement, malgré votre scepticisme, les Gazaouis, en tout cas dans un premier temps, vivre sur place sans les chasser de leurs terres. Que pensez-vous de ce jugement, Fouad Rilou? Et puis, deuxième question, Trump a-t-il apporté la paix à Netanyahou, mais en même temps, ne l'a-t-il pas discipliné, n'a-t-il pas fait pression sur le Premier ministre israélien? Alors, la véritable question, c'est quels sont les réels objectifs d'Israël? Il y a les objectifs annoncés et puis les objectifs auxquels qu'Israël peut espérer atteindre. Alors, les objectifs annoncés par, je dirais, l'extrême droite israélienne et Netanyahou lui-même, c'était pas d'État palestinien, annexion de la Cisjordanie, destruction de la bande destruction du Hamas à Gaza, et l'extrême droite israélienne voudrait faire partir les Palestiniens de Gaza. Donc voilà un peu l'idéal du point de vue de l'extrême droite israélienne, des objectifs maximalistes qu'ils voudraient atteindre. Ce qu'ils risquent d'obtenir à travers le sommet de Sharm el-Sheikh, c'est une initiative internationale pilotée par les États-Unis qui priverait les Palestiniens de leur souveraineté, mais les garderait sur place, sous tutelle. Alors, est-ce que c'est un scénario optimal pour les Israéliens? Non, pas du point de vue de l'extrême droite israélienne, mais si en échange de ça, Israël peut obtenir la paix régionale, en fait, l'ouverture de tous les États du monde arabe, du Golfe, voire la résolution de la question iranienne, et je pense que c'est là la clé de voûte, c'est là la vraie condition de la réussite du sommet de Sharm el-Sheikh, de cette espèce d'architecture régionale de sécurité, de paix et de reconstruction économique. La clé de voûte, c'est l'Iran, en fait. Et si Israël arrive eh bien, à se faire accepter par tous les États, tout en réglant de facto la question palestinienne, la revendication palestinienne, en lui plaçant un cadre, en la mettant dans un cadre qui sera cette fois définitif,
et qui sera garantie par tous les États de la région et par la communauté internationale, alors là, ce ne sera pas les objectifs de l'extrême droite israélienne, mais ce sera quand même des objectifs très acceptables pour un État qui, jusqu'à il y a 2 ans, a été cerné par les supplétifs de l'Iran. Israël était cerné, il y avait le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, il y avait le régime Assad en Syrie, les milices irakiennes, il y avait les Houthis au Yémen, et il y avait l'Iran lui-même. Donc Israël se posait des questions lui-même sur ce qu'il devait faire face à cet axe. Donc là encore, on a une réponse, on aurait une réponse à travers ce plan au questionnement israélien depuis des années, qui est la menace iranienne. Netanyahou d'ailleurs a évoqué hier à la Knesset en recevant Donald Trump, il a évoqué de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région. Donc il vend quand même pas mal cette idée. Mais on en vient à penser de nouveau à ces accords d'Abraham que vous avez l'air d'évoquer à demi-mot. Ce serait quand même sidérant que les accords d'Abraham de normalisation reprennent après cette guerre, immédiatement après cette guerre de 2 ans. Mais pour vous, c'est l'horizon. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats n'ont pas participé au sommet de Sharm el-Sheikh au niveau des chefs d'État. Hein, en fait, les pays qui n'ont pas participé au sommet dans toute la région, c'est l'Arabie saoudite. Les pays notables, c'est l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Iran, bien qu'il soit invité, il n'est pas venu, et puis le Liban et la Syrie. En fait, tous ces États ont en commun la même problématique, c'est que parler de paix, pour eux, est compliqué. Pourquoi? Pour l'Iran, pour une raison évidente, c'est que ça remettrait en cause toute l'idéologie du régime. Pour le Liban, c'est le problème du Hezbollah. Pour la Syrie, c'est le fait que c'est encore un champ de bataille avec les Israéliens qui interviennent militairement. Il y a un conflit même entre Israël et la Turquie sur le terrain syrien. Et pour l'Arabie saoudite et les Émirats, et en particulier pour l'Arabie saoudite, eh bien, la paix avec Israël est conditionnée à 2 choses. La première, c'est d'avoir un État palestinien, finalement, quelle que soit sa forme. Et la deuxième, c'est surtout d'avoir ces fameux accords de sécurité régionaux. C'est la demande saoudienne depuis des années, c'est d'avoir une garantie de sécurité américaine pour l'Arabie saoudite et pour son régime. Et cette garantie de sécurité, si elle doit s'étendre à l'Arabie saoudite, en réalité, elle ne peut le faire que s'il y a un accord régional pour faire entrer toutes les parties en présence dans ce jeu-là. Et donc, pour ça, il faut que l'Iran, encore une fois, joue le jeu et s'insère dans cette dynamique, ce qui pose d'autres questions. Mais donc, l'Arabie saoudite n'a pas voulu participer au sommet de Sharm el-Sheikh pour ne pas entériner le mot paix, donc paix avec Israël, et perdre cette carte de négociation qu'elle maintient depuis des années. Mais il est évident que c'est un peu le chemin qu'on est en train d'essayer de prendre aujourd'hui. C'est le processus vers lequel on va. Un processus vers lequel on va. Fouad Ourielou, vous avez évoqué il y a quelques instants la Cisjordanie. Alors on rappelle quand même que 700 000 colons israéliens y harcèlent 2 millions de Palestiniens, un harcèlement qui a fortement accru depuis le 7 octobre. Y a-t-il encore des raisons d'espérer que cela cesse avec cette pacification progressive dans la région? Alors, effectivement, la question de Cisjordanie a été, je dirais, un peu éclipsée par celle de Gaza depuis 2 ans, tellement la situation était difficile à Gaza, mais en réalité, elle est extrêmement difficile en Cisjordanie, qui est un territoire complètement saucissonné. C'est grand comme la région parisienne, mais vous pouvez pas faire quelques kilomètres sans vous heurter à un barrage. Et donc, 60% de la Cisjordanie aujourd'hui sont contrôlés totalement par Israël, et c'est un territoire qu'Israël voulait annexer. Il y a quelques semaines encore, c'est une intervention vraiment musclée de l'Arabie saoudite qui a fait en sorte qu'Israël ne l'annexe pas. Et le restant des 40%, en réalité, très peu sont contrôlés environ 10% sont contrôlés par l'autorité palestinienne elle-même. Le reste doit être partagé avec Israël. Donc c'est un territoire, c'est extrêmement difficile d'ériger un État ou n'importe quelle autorité sur un territoire qui est découpé de telle manière. Et donc la situation est de toute façon extrêmement difficile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on voit du plan Trump, c'est que la volonté, cette fois internationale et non plus seulement israélienne, est de placer l'autorité palestinienne elle-même en Cisjordanie sous une forme de tutelle. Alors, est-ce que cela satisferait les objectifs israéliens?
et notamment la droite israélienne qui a des positions maximalistes. Pour l'extrême droite israélienne, l'État palestinien, c'est la Jordanie. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est expulser les 3 millions de Cisjordaniens en Jordanie et annexer tout simplement la région. Alors, est-ce qu'il y aura un modus vivendi plus favorable, à savoir cette forme de, je dirais, quasi-neutralisation de l'entité palestinienne, du moins aux yeux d'Israël, en échange de quoi les Israéliens auraient une paix régionale? Est-ce que ça, ce serait un modus vivendi acceptable? Il faut espérer. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les combats se poursuivront, et bien qu'il n'y aura pas d'apaisement, que ce sommet aura été en fait une illusion et que les combats reprendraient. Et cette fois, ce serait à Gaza et en Cisjordanie, et avec une violence renouvelée. Donc il faut quand même espérer que ce plan de Sharm el-Sheikh trouve une application. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que la guerre menée tous azimuts par Netanyahou depuis 2 ans a rendu l'État hébreu particulièrement impopulaire en Occident, bien sûr, mais aussi à travers le monde et la région. Diriez-vous que, en fait, Trump a sauvé Netanyahou et Israël en apportant la paix que Netanyahou n'a pas su obtenir lui-même? Je dirais que oui. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que, en fait, c'est le lobby pro-israélien aux États-Unis qui dicte la politique américaine. Je ne pense pas ça. On entend souvent ça, notamment au Moyen-Orient, et c'est une forme de théorie du complot qui est assez simplificatrice. Donc, je n'adhère pas à ça. Par contre, il est clair que si le président Trump va sauver aujourd'hui Netanyahou, il va vouloir également. Les États-Unis voudront également imposer leur solution dans la région. Et donc, ce ne sera pas la solution Netanyahou, ce ne sera pas l'expulsion manu militari des Palestiniens de Gaza, ce ne sera pas l'annexion de la Cisjordanie par la force ou l'expulsion des habitants de Cisjordanie ailleurs. Donc, cette politique de l'extrême droite, les Américains ne vont pas l'appliquer. Les Américains regardent, je pense, leurs intérêts de façon beaucoup plus large. Et évidemment, alors il est de leur intérêt que l'ensemble de la région s'organise avec des accords de sécurité sous égide américaine et d'y intégrer Israël, qui est un allié très proche, mais au même titre que la Turquie, qui est dans l'OTAN, qui est aussi un allié très proche de l'Amérique, et qui est pourtant en bisbille avec Israël sur le territoire syrien. Donc c'est assez compliqué. Mais de façon générale, c'est l'intérêt des Américains d'imposer leur propre solution, quitte à y faire rentrer Israël, sans donner tout aux Israéliens. Et si en échange, ça va sauver Netanyahou, notamment au plan personnel, parce que là, on entend parler du fait que le président israélien pourrait gracier le Premier ministre israélien par rapport à toutes les affaires dont il est, et tous les procès dont il peut faire l'objet et dont il est l'objet. Eh bien, si Netanyahou, à titre personnel, peut y trouver son compte, ça ne dérangerait pas particulièrement le président Trump, je pense. Ça ne dérangerait pas particulièrement le président Trump. Eh bien, Fouad Ourielou, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur du quotidien libanais francophone de référence, L'Orient le Jour. Fouad Ourielou, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci à vous. De Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode de Choc du Monde. Merci à tous et bonne soirée. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des diktats et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un leg afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un leg, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté
vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre legs, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé.